Il n'y a rien au-dessus de la souveraineté populaire. Si le peuple choisit ce programme, quoi qu'il en coûte, j'allais dire, il sera appliqué. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce Face aux faits. Je rappelle qui vous êtes, vous avez 31 ans, vous êtes député de la première circonscription du Nord depuis 2017, coordinateur de la France Insoumise depuis 2019 et donc proche de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle. Tout d'abord, pourquoi défendez-vous le programme de l'avenir en commun ? Clairement parce qu'il est le programme qui répond le plus aux enjeux du moment. C'est un programme qui a déjà récolté 7 millions de voix à la dernière élection présidentielle en 2017. Et toutes les urgences que ce programme se proposait de traiter se sont renforcées dans le quinquennat qui vient de s'écouler. C'est un programme qui porte une philosophie, l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, et ça se décline dans plus de 600 propositions. Il traite à la fois l'urgence démocratique, la question sociale, notre pays vit une situation d'urgence sociale qu'il faut prendre en charge très vite, le défi climatique bien sûr, et la question de l'indépendance de la France au service de la paix. Et on voit combien le contexte nous rappelle la gravité de ces thématiques. Et c'est vrai que on a beaucoup réactualisé ce programme, il y a eu un travail absolument formidable d'actualisation qui a été fait. Ça n'est pas le même programme qu'en 2017, mais disons que les fondamentaux restent en place. Et on assume une forme de constance, c'est-à-dire un programme politique, c'est pas un objet marketing pour une élection. Vous savez, le feuillet en papier glacé qu'on sort juste pour dire on a un programme. Non, c'est quelque chose qui doit s'ancrer dans les profondeurs du pays. Et nous, on a coutume de dire que le candidat, même si on a un candidat très talentueux, Jean-Luc Mélenchon, le candidat, c'est le programme. Vous parlez un petit peu d'actualité. Il y a cette actualité avec la guerre en Ukraine et l'OTAN. Il y a une volonté un petit peu dans votre programme de vous détacher de l'OTAN. Vous l'avez expliqué notamment ici à Lille en meeting. Comment vous expliquez cette volonté de votre part finalement, à un moment où l'OTAN a l'air en tout cas de se rassembler, cette volonté peut-être de vous en détacher ou du moins de revoir totalement le fonctionnement? D'abord, la première chose, c'est avoir des paroles de solidarité totale avec le peuple ukrainien qui est actuellement sous les bombes et des paroles de condamnation très fermes contre Vladimir Poutine qui a pris la décision et donc qui en porte l'entière responsabilité de régler un conflit par la guerre, par les armes, dans un siècle où on pouvait penser que maintenant on réglait les conflits exclusivement par la diplomatie. Donc d'abord c'est un message de solidarité, il y a des réfugiés aussi qu'il faut accueillir parce que c'est un devoir d'humanité. Et puis il faut dire une chose, c'est qu'en l'espèce on parle de puissance nucléaire et donc c'est soit la guerre totale, dans laquelle je crois que personne ne peut raisonnablement vouloir aller, soit la diplomatie. Ce qui a toujours guidé notre action et notre doctrine politique sur la scène internationale, c'est comment on construit la paix. Et de rappeler que la paix, c'est pas un état de fait. La paix, c'est toujours une construction politique. Et donc, en l'espèce, même si rien n'excuse ni n'explique ce choix de la guerre, il y a des circonstances particulières qui nous ont amenés au pourrissement d'un conflit qui a abouti à ce choix détestable de Vladimir Poutine de faire la guerre. En l'espèce, sur place, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est la question des frontières. Et Jean-Luc Mélenchon alerte depuis plus de 10 ans en expliquant que peu importe ce qu'on en pense, depuis l'implosion du bloc soviétique, la question des frontières en Europe est régulièrement posée. Le fait qu'elle se pose fait naître des tensions à travers l'Europe. Et ces tensions, il n'y a pas 50 manières de les régler. Soit on les règle par la diplomatie, à travers par exemple une conférence internationale, soit on laisse des conflits s'enliser avec le risque de voir ce que l'on a sous les yeux aujourd'hui. Donc il y a d'abord la question des frontières. Et la deuxième question, évidemment, c'est la question de l'OTAN, dont Vladimir Poutine, peu importe sa psychologie, a considéré que l'avancée toujours plus à l'est de l'OTAN était une menace. Alors après, chacun est libre de son appréciation, mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il dit. Et on est obligé de voir qu'aujourd'hui, l'OTAN est une alliance qui, en quelque sorte, vassalise ses membres derrière les États-Unis d'Amérique et leur volonté toujours plus avant de cette expansion militaire. Je rappelle que l'OTAN, c'est 1031 milliards de dépenses militaires, dont 700 sont le fait des seuls Américains. Et nous, ce que nous disons, c'est que la France, elle a un rôle particulier à jouer sur la scène internationale. C'est celui d'une puissance médiatrice au service de la paix. Sauf que pour être une puissance médiatrice, il faut que vos interlocuteurs vous vivent comme un interlocuteur fiable. Et pour ça, il faut être par définition non aligné. Non aligné, ça veut dire ni dans un camp, ni dans un autre. Ça ne veut pas dire être neutre. En l'espèce, quand le droit international est violé, comme c'est le cas, Vladimir Poutine vient de violer le droit international, de violer le caractère intangible des frontières.
ça doit être condamné et la France doit jouer son rôle dans cette condamnation. Vous regrettez un petit peu cet amalgame entre neutralité et non-alignement? Évidemment, le non-alignement, c'est la capacité à n'être embourbé ni dans un camp ni dans l'autre pour pouvoir précisément être un interlocuteur fiable pour tous. Et évidemment que de notre point de vue, et même si c'est un point de vue qui est discuté politiquement en France, et il y a même de graves polémiques sur le sujet, mais nous ne sommes pas les seuls à dire, d'autres que nous le disent, que l'OTAN est un problème. Je me trouvais il y a quelques jours avec un général sur un plateau de télé qui disait ni plus ni moins ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui disait oui, l'OTAN est un problème aujourd'hui pour la paix en Europe et quelque part elle maintient des tensions, voire même elle les développe. Et ça n'est pas notre intérêt. Donc Jean-Luc Mélenchon, il défend l'idée d'une France non alignée au service de la paix, voilà, et donc qui sortirait de l'OTAN en effet. Et en l'espèce, pour ce conflit, c'est la prise d'une initiative diplomatique qui serait radicale, par exemple avec l'organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, même si de toute évidence, pour faire revenir à la table des négociations Vladimir Poutine, il faut accroître sur lui la pression, et elle doit se faire par des sanctions économiques dont on préférerait qu'elles touchent un maximum les oligarques russes, davantage que le peuple qui va en payer le prix. Et on doit rappeler aussi qu'en Russie, il y a des gens qui manifestent aujourd'hui contre la guerre et il y en a plusieurs milliers qui ont été arrêtés et qui sont réprimés par le pouvoir de Vladimir Poutine. Voilà notre boussole et on regrette trop souvent qu'il y ait toutes sortes d'amalgames, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez une parole critique envers l'OTAN, vous êtes suspecté d'être pro-Poutine. Jean-Luc Mélenchon n'a aucun moyen d'être pro-Poutine, on est des écologistes et anticapitalistes, on n'a aucune accointance de fond avec le pouvoir de Vladimir Poutine. En revanche, oui, l'extrême droite française, ou une partie même de la droite française, a, elle, pour le coup, des convergences idéologiques de fond avec Vladimir Poutine. Ça n'est évidemment pas notre cas. Vous ne trouverez jamais une parole de Jean-Luc Mélenchon qui serait finalement pro-Poutine, comme certains le disent pour polémiquer. Il y a une autre organisation dont on parle, c'est l'Union européenne. Est-ce que, en l'état, votre programme, aussi bien climatique, économique et j'en passe des détails, peut s'appliquer si vous restez dans l'Union européenne telle qu'elle, vous voudriez un petit peu refonder les traités? C'est quoi un peu la position de la France insoumise sur l'Union européenne? La position est simple. L'Europe de nos rêves qui nous est souvent vendue, en tout cas celle du projet initial de coopération entre les peuples, n'existe pas. Ce qu'on a sous les yeux, c'est un marché organisé en plus de manière disharmonieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale et fiscale, donc ça crée simplement des effets de dumping. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, même dans la situation particulière qu'on a sous les yeux avec l'Ukraine, nous ne sommes pas favorables à l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne, pas parce qu'on a un problème avec l'Ukraine, parce qu'on a un problème avec l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Le système actuel. C'est-à-dire que si vous intégrez un pays dont le salaire minimum est à quelques centaines d'euros, vous aggravez les effets de dumping qu'on connaît déjà en Europe. Nous, on souhaiterait au contraire qu'il y ait un principe de non-régression dans l'Union européenne, c'est-à-dire les traités ne s'appliquent que s'ils sont supérieurs dans le droit social et environnemental à ce qui se fait à l'échelle des pays. Donc ce principe de non-régression, on y tient. C'est-à-dire ne plus appliquer aucun traité dont l'application nous ferait en quelque sorte reculer sur nos lois en termes sociaux et écologiques. Bon, on va dire les choses telles qu'elles sont. Les traités européens aujourd'hui fonctionnent comme une camisole de force qui vous impose la libre concurrence, qui vous empêche de faire un certain nombre de choses. Et donc oui, pour répondre à votre question, notre programme connaîtra l'obstacle sur plusieurs points des traités européens. Par exemple, si on dit on veut sortir des pesticides, il faut qu'on fasse une forme de protectionnisme pour empêcher que des produits pleins de pesticides viennent concurrencer le travail de nos agriculteurs paysans. Vous voyez ? Si on veut reconstituer un certain nombre de pôles publics pour en reprendre la maîtrise, je pense par exemple au secteur de l'énergie, les traités aujourd'hui nous en empêchent. Donc on a essayé de simplifier ça en disant il n'y a rien au-dessus de la souveraineté populaire. Si le peuple choisit ce programme, quoi qu'il en coûte, j'allais dire, il sera appliqué. Et donc ça veut dire qu'au cas par cas, comme d'autres pays le font déjà d'ailleurs dans l'Union européenne, nous désobéirons à certaines dispositions. Voilà, si nous sommes élus, si nous avons mandat pour appliquer ce programme, il s'appliquera. Alors bien sûr, il faut aussi proposer à nos partenaires d'autres manières de faire. Je pense qu'il peut y avoir aussi maintenant une discussion à l'échelle de l'Union européenne sur un certain nombre de règles dans ces traités qui doivent être revues. Par exemple, l'indépendance de la Banque centrale européenne, pour ne citer que cela. Et puis en France, il y a aussi une cicatrice qui reste ouverte, c'est qu'en 2005, les Français ont été consultés sur la question des traités. Et ont voté contre. Alors il faut bien être clair, ils n'ont pas dit non à l'Europe, ils n'ont pas dit non à l'Union européenne dans l'absolu, ils ont dit non à ces traités particuliers, à la concurrence libre-faussée, à tout ce qu'on vient de citer. Et le fait que ce vote n'ait pas été respecté reste une plaie ouverte, incontestablement. On parle du programme. Il y a un volet qui est dans le débat et que vous abordez un petit peu autrement par rapport aux autres partis, c'est le volet sécuritaire
Jean-Luc Mélenchon parle de tout refaire, de la cave au grenier, et évoque une refondation de la police républicaine. Ça se traduit comment concrètement? D'abord, rappelez que la police, elle a une fonction particulière, c'est de travailler, plus encore même qu'à la sécurité, à la sûreté. Et on voit aujourd'hui que, alors, c'est pas tous les policiers, mais c'est propre au fonctionnement de la police aujourd'hui, à la hiérarchie, à une certaine doctrine. On voit qu'il y a des déviances, on les a vues de manière exceptionnelle pendant le mouvement des Gilets jaunes, avec toutes ces personnes qui ont été éborgnées, ses mains arrachées. On le voit y compris dans les quartiers où il y a une tension très forte entre la police et la population, avec les contrôles aux faciès, le caractère inefficace de la politique qui est menée contre le trafic de drogue, avec une politique du chiffre qui encourage à finalement faire du chiffre avec les petits consommateurs et le petit trafic, mais qui ne s'attaque pas véritablement au cœur du trafic, avec une police judiciaire que nous aurions besoin de renforcer. Donc oui, nous avons l'intention de refonder la doctrine, ça c'est clair. La première chose pour nous, c'est de réinventer et de remettre en place une police de proximité qui a été avortée. Quand Nicolas Sarkozy disait c'est pas le rôle des policiers de jouer au ballon dans les quartiers, en effet c'est pas le rôle premier, mais on préférerait une police en capacité de jouer au ballon avec les gamins des quartiers que dans l'affrontement perpétuel. Créer du lien dans finalement. Exactement, et qui connaissent la population d'un quartier. Et par exemple sur la question, alors bon, ça passe par un certain nombre de choses, plus de policiers déjà sur le terrain, une police de proximité, renforcer la police judiciaire pour avoir les moyens d'enquête. On a été les premiers à demander une commission d'enquête sur les suicides dans la police. Il ne faut pas nier le caractère extrêmement difficile de ce métier. Et puis sur la question du trafic de drogue qui pourrit littéralement la vie des quartiers, nous on pense que sur le cannabis en tout cas, et pour avoir beaucoup discuté de ça avec des policiers, la répression tous azimuts est inefficace. C'est-à-dire qu'on voit, on est un des pays qui a l'arsenal législatif le plus dur sur la question et qui pour autant a le plus de consommateurs. Et finalement, on met des œillères, on laisse le trafic durer. De temps en temps, on fait des prises un peu saisissantes pour les médias, etc. Mais on voit bien que quand on démantèle un point, il y en a un autre qui se crée. Donc nous, on est maintenant convaincus de la nécessité de légaliser le cannabis, non pas parce qu'on est partisan de la fumette, c'est pas le sujet, mais pour mener de véritables politiques et de santé publique et assurer finalement le fait qu'on tarisse le trafic. Et pour ça, il faut offrir des perspectives aussi à ceux qui aujourd'hui, malheureusement, sont dans les quartiers à vivre du commerce de la drogue. Je pense que les quartiers aspirent à autre chose que ça. C'est déjà l'heure de se quitter malheureusement. Je vais vous laisser le mot de la conclusion à notre public juste ici. Et le mot de la conclusion, c'est que je ne sais pas à combien de jours on sera de l'élection présidentielle quand vous m'entendrez. Là, à l'heure où je vous parle, on est à 39 jours. Et malgré un contexte qui est pesant, à la fois sur la scène internationale, avec la guerre qui revient sur le sol européen, alors qu'on n'aurait jamais imaginé cela, avec la question climatique et le dernier rapport du GIEC qui nous montre que notre génération est mise au pied du mur de régler ce grand défi qui est le défi climatique, avec l'urgence sociale que connaît notre pays, la pauvreté qui s'étend, l'augmentation des prix, malgré le fait que les plus riches ont beaucoup bénéficié de la politique d'Emmanuel Macron, eh bien, il y a une élection présidentielle et avec les bulletins de vote, en réalité, on peut tout changer. Certains disent voter sert plus à rien, mais alors on peut leur poser la question, pourquoi les autres y vont? Parce que les électeurs de Monsieur Macron, ceux qui ont envie que ça continue, eux, ils vont y aller. Si vous avez envie et besoin que ça change, je vous invite sans hésiter à y aller et à faire en sorte, par vos bulletins de vote, que la France rompe la chaîne de l'ordre injuste qu'on a sous les yeux et que véritablement on puisse changer les choses. Un autre monde est possible et ça commence avec vous le 10 avril, si vous le voulez, en votant pour Jean-Luc Mélenchon. Merci Adrien Quatennens d'avoir accepté notre invitation et puis bonne fin de campagne à vous. Merci à vous.